Porter une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique, et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Ah, tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben, oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non. Pas vrai. Ouh là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains, sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats et petit à petit se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées, et donc petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Ben, le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Et je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6 milliards et demi d'hommes qui sont sur la Terre sont 6 milliards et demi d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous Homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah oui, il n'y a qu'une race. Oui. Donc oui. scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Merci beaucoup Yves Coppens. Merci.
À partir du moment où nous avons conquis la savane, où nous avons perdu notre pelage, eh bien nous étions exposés à une forte irradiation solaire. Et c'est là qu'on imagine que la mélanine, qui est ce pigment qui colore la peau en profondeur, la mélanine donc s'est développée pour nous protéger contre l'irradiation du soleil. Donc il faut imaginer que nos ancêtres qui sortent de la forêt vers 2 millions d'années pour conquérir la savane et puis le reste du monde vont être des gens foncés de peau. Mais la couleur de la peau varie au fil des générations, en fonction des climats auxquels elle doit s'adapter. Foncé pour les populations des régions ensoleillées, clair, là où la luminosité est moindre. Pourquoi de telles variations? Parce qu'il y a un autre mécanisme physiologique qui est très important avec les ultraviolets. Quand ils traversent notre peau, ils viennent briser une molécule pour la transformer en vitamine D. D'avoir migré en pays plus froid, moins ensoleillé, ça a exigé de perdre cet écran de mélanine qui était un obstacle à la fabrication de vitamine D. C'est pourquoi, en fait, les peuples qui ont migré vers le nord sont plus clairs que les peuples qui sont restés dans le sud. La température extérieure influence elle aussi les transformations de notre morphologie, à mesure que nous arpentons la planète. En climat froid, on va avoir tendance à avoir une forme du corps qui est plus trapue pour limiter les pertes de chaleur, tandis qu'au contraire, en climat chaud, il faut avoir une grande surface de peau pour pouvoir transpirer et se rafraîchir. Et donc les gens qui vivent en climat chaud auront en général des silhouettes plus déliées, avec des bras et des jambes plutôt longs et une masse corporelle plutôt mince. On a aussi des caractères du visage. Par exemple, en climat chaud, on peut se permettre d'avoir un nez assez large parce qu'en fait, on respire de l'air qui est chaud, il peut arriver aux poumons directement. En climat froid, il faut d'abord que l'appareil nasal puisse réchauffer et humidifier cet air qu'on respire, sans quoi on va avoir des troubles, on va avoir une sécrétion dans les bronches qui va se surinfecter, on va avoir des problèmes respiratoires qui sont en termes de mortalité importants chez les enfants. Cette adaptation protectrice se niche également dans notre chevelure. En Afrique, là où le rayonnement solaire est intense, les gens ont plutôt des cheveux crépus. Alors qu'ailleurs, à la suite des migrations donc vers d'autres contrées, on a perdu ce caractère crépus pour retrouver finalement ce qui est un peu dans le pelage du chimpanzé, c'est-à-dire un cheveu plat. Un des organes les plus importants dans l'évolution humaine, c'est le cerveau. Le cerveau, évidemment, en climat chaud, il est exposé à une espèce de surchauffe. Et finalement, le matelas de cheveux crépus et aérés permettrait peut-être d'isoler, par finalement un système aéré, d'isoler le cerveau de la chaleur et donc lui permettre d'être plus à l'aise. Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, le temps passe vite, oh là là. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2700-2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc voilà. On voit ici de profil. Donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. Voilà, donc ça c'est son gouverneur, c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne, donc typique justement du sud de l'Égypte. Donc voilà, vous remarquez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça enfin c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également
casser le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia, parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, l'analyse génétique montre que Ramsès III et l'homme probablement père et fils, et qu'ils appartiennent tous deux à l'aplogroupe du chromosome YE1B1A13, et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà. Vous avez bien mélangé le tout. Mais bon, il est d'Afrique noire, mais il faut pas le dire comme ça. Donc voilà, donc là on est quand même en 1186 avant Jésus-Christ. Donc là c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent. C'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens, voilà, ça c'est l'Égyptien, ça veut dire Égyptien, et qui se représente comme ça ici. Hop, voilà, l'Égyptien vu par lui-même. Donc voilà, ça c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques déjà un peu plus tôt, et c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne, et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, que vous pouvez trouver sur Internet, là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original. Donc ça, bon, j'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique. Et dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez ce passage, je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les temples de Kédar, les pavillons de Salomon. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Donc voilà, encore une fois, là, il y en a plein, en fait. Bon, non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et on bâtit également, était le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente, qui a été faite jusqu'à présent et qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe. Donc, puisque vous avez là également dans une des tombes, 2000 ans avant la balance d'Archimède, le système de balance avec des curseurs, afin de déplacer le centre d'inertie. Donc, vous avez là, tout simplement, le point de levier, et ici, ce qu'on appelle... le principe d'Archimède qui disait pour soulever la terre, donnez-moi un point d'appui, qu'il a rédigé dans un traité, évidemment, 2000 ans plus tard, enfin 1500 ans plus tard, et en disant que c'était sa découverte et que c'était lui qui avait découvert toutes ces sciences géométriques. Donc, encore plus intéressant, le papyrus de Moscou. Donc ça, il se trouve à Moscou, justement, aujourd'hui. Il est au musée Pouchkine de Moscou. Et en fait, c'est les papyrus qui prouvent toutes les découvertes géométriques qui ont été faites par l'Égypte noire pharaonique, justement, entre moins 1500 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc là, vous avez par exemple la pyramide tronquée, vous avez le calcul de la demi-sphère, vous avez Pythagore, vous avez le calcul des ellipses, vous avez ça aussi, là c'est l'autre papyrus de Rhind. Donc vous avez ici donc le théorème de Thalès. Donc ça, vous trouvez aussi dans des tombes, dans le papyrus. Donc ici, et Thalès lui-même a avoué qu'il avait fait sa découverte en Égypte, qu'il avait lui-même fait sa découverte en Égypte. Mais il n'a pas dit que c'était les prêtres égyptiens qui lui avaient enseigné justement cette chose-là. Donc ils se sont tout accaparés. Donc là, ils ont même été jusqu'à calculer des coniques. On retrouve des études de coniques. Bon, ça c'est pour les matheux, qui sont soi-disant attribuées beaucoup plus tard, plus de 3000 ans plus tard. Là, le calcul de l'ellipse, de la demi-sphère, toutes ces choses-là ont été découvertes déjà avant moins 2000 par les Égyptiens à l'époque. Donc, encore plus fou, c'est que les pyramides ont été faites, elles, encore plus tôt. Donc c'est 2600 pour la pyramide, je crois que j'ai les dates ici. J'ai encore un peu de temps ? Oui. Donc ça c'est la pyramide de Khéops qui a été faite en 2500 avant Jésus-Christ. Donc il nécessite des niveaux de science extrêmement aboutis, puisque la base de la pyramide est horizontale à 20 mm près. Vous imaginez déjà les calculs qu'il fallait faire. Et pour obtenir un carré parfait de la pyramide, c'est seulement 0,05% d'erreurs qui ont été faites. Aujourd'hui encore, moi j'ai lu des thèses qui datent de 1970, qui vous prouvent qu'il est impossible que les Égyptiens aient construit les pyramides. Il y a des thèses qui sont écrites là-dessus jusque dans les années 70. J'ai même une citation là,
qui est sur un site de vulgarisation scientifique. Ils ont des dizaines de milliers d'abonnés. C'est vraiment une chaîne YouTube et tout ça qui est très bien. Et vous pouvez dire que, sachant que les mathématiques, la géométrie et autres sciences nécessaires à de tels résultats n'existaient pas dans l'Égypte ancienne, en tout cas pas sous une forme élaborée, Pythagore, évidemment, ne naîtra que 1000 ans plus tard. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à un tel degré de perfection? Pas de révélation, évidemment, dans ce site, mais rassurez-vous, les égyptologues continuent de chercher. Donc ça, c'est publié en 2015. Vous imaginez. Donc ça, c'est pour vous montrer les dates, justement, des grands découvreurs qu'on apprend à l'école. Donc le théorème de Pythagore, Thalès, le théorème de Thalès, évidemment, puis d'autres scientifiques qui ont travaillé sur les coniques ou Archimède. Donc voilà. Enfin, pour finir, ça c'est une image peinte du Sphinx à l'époque de Napoléon par quelqu'un qui s'appelle Vivant Denon, et donc qui est assez caractéristique, comme vous pouvez le voir, de la race négroïde des Égyptiens. Donc ça, c'était publié à l'époque, et lui-même disait, je vous cite, « Je n'eus que le temps d'observer le Sphinx, qui mérite d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux, et qui ne l'a jamais été de cette manière. Quoique ses proportions soient colossales, les contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs. L'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille. Le caractère en est africain, mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. C'est de la chair et de la vie. Quant au caractère de leur figure humaine, n'empruntant rien des autres nations, ils ont copié leur propre nature, qui était plus gracieuse que belle. En tout, le caractère africain, dont le nègre à la charge est peut-être le principe. » Donc ça, le Sphinx, je vous rappelle, c'est en même temps que les pyramides. C'est 2600 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs jusque la basilique Saint-Pierre de Rome. Je crois que c'est plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome encore aujourd'hui. Et c'est encore aujourd'hui la plus grande sculpture réalisée sur un seul bloc. 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est encore une prouesse scientifique qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui. Donc voilà. Et pour finir, puisque le temps presse, ça c'est un proche également de Napoléon, donc qui a été avec lui dans les voyages en Égypte, et qui fait cette citation sur laquelle je terminerai pour vous laisser réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs. Donc ça, c'est tout le débat de l'époque pour savoir si puisque c'est la période de l'esclavage, on réhabilite l'esclavage qui sera réaboli que plus tard en 1848. Donc on voit que le débat a été posé et la vraie découverte de Cheikh Anta Diop, c'est de montrer même que ces découvertes à lui étaient déjà connues à une époque, mais qu'elles ont été passées pendant plus de 200 ans, jusqu'à la période de Cheikh Anta Diop, sous silence. Personne ne connaissait ces citations. Donc voilà. Négation, dénégation et déni. À la demande de l'une d'entre vous, c'est quelques minutes autour du concept de déni ou de la notion de déni. Du côté de la négation, on est sur quelque chose de très commun et de très simple. Cet enfant a vidé la moitié du pot de confiture et nous dit « c'est pas moi ». Donc on voit bien que là on est du côté du mensonge, de la volonté de tromperie, mais la négation peut être aussi du côté d'une vérité. Dénégation et déni appartiennent l'un et l'autre au registre de l'inconscient. La dénégation, on est sur quelque chose de relativement commun. Il y a un sentiment, une émotion qui est le nôtre, qui est la nôtre, et dans le même temps où on l'exprime,
on dénie ce qu'on vient d'exprimer. Cet enfant regarde cet adulte avec un air béat, avec un air amoureux, et lui dit en même temps mais je t'aime pas. On est dans la dénégation, et on peut imaginer qu'il y a des motifs inconscients à cette dénégation. Dans le déni, on va plus loin. Dans le déni, on bascule complètement dans le registre de l'inconscient, et la psychanalyse regarde le déni comme un mécanisme inconscient, un mécanisme de défense, un mécanisme qui opère pour se protéger de quelque chose qui serait du registre de la souffrance. Alors dans la réalité, on parlera de déni de grossesse, on parlera de déni du désir ou de la haine qui est la nôtre, du déni de la mort d'un proche, voire de sa propre mort, ou de violence ou d'épuisement au travail. Je dénie, et je suis dans le déni de quelque chose qui me touche profondément. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on peut catégoriser ces types de déni? La psychanalyse, la psychiatrie opère la distinguo entre 3 types de déni. Le déni névrotique, celui de vous et moi, celui d'une personne qui est effectivement confrontée à une situation, à une émotion qui lui est insupportable et qui l'écarte, qui le met de côté, et il fait dans la réalité comme si ce fait, il ne le connaissait pas. On a ensuite le déni psychotique, alors là qui est un déni complètement complet de la réalité. C'est le propre de la psychose. Le 3e type de déni dont on parle beaucoup actuellement, c'est le déni pervers. Du côté de la structure perverse, il y aurait un clivage du moi qui permettrait le déni de l'autre, le déni de ses émotions. L'autre devient objet, l'autre est instrumentalisé, il est manipulé. On est dans une forme de déni qui évidemment met l'autre en danger, à la différence de ce déni névrotique qui est tellement classique et que chacun d'entre nous utilise à un moment ou à un autre sans qu'on puisse s'inquiéter de son existence.